je retrouve Thibaut, gémologue. On s'est eu au téléphone 100 fois pour essayer de se caler un rendez-vous. Là, maintenant, on est face à face. Et évidemment, on a bien commencé notre discussion avant pour parler des gemmes. Il n'y a pas une fois où je me dis, oh mince, j'aurais dû enclencher l'appareil tellement on parle de jolies choses. Thibaut, en plus, j'ai vu que tu m'as parlé du fait que tu allais être dans Gala, dans des parutions. Je te dis bravo. Tu es dans ce métier depuis combien de temps? J'aimerais que tu me dises tout ça, que tu me parles de ton métier, de ta vision de la gémologie, de comment la gémologie a percuté ta vie, parce que je l'ignore. Je trouve que souvent, il y a des histoires qui sont assez incroyables, et que tu me parles aussi de la particularité quand tu achètes tes pierres. Est-ce que tu veux quelque chose de spécial? Est-ce que tu as un œil? Est-ce que tu t'es spécialisé dans certaines matières? Donc je te laisse prendre le micro et nous emmener. Alors merci beaucoup Anne, bonjour, merci pour le temps que tu m'accordes. Donc je m'appelle Thibaut Gasser, j'ai 25 ans, je suis passionné des pierres précieuses depuis l'âge de 8 ans. C'est en fait un jour mon père il est parti à la montagne, il est parti faire une randonnée, il m'a rapporté un petit cristal de roche qu'il a trouvé dans la montagne. Et en fait moi je suis basque, je suis originaire de Bayonne, et du coup lui il était passionné par l'art basque. Et donc on allait 1 à 2 fois par mois dans des brocantes, dans des marchés, à Quintaou, à Anglet pour ceux qui connaissent, ou Biarritz, des choses comme ça. Et il allait acheter ses petits tableaux basques, ou ses cibourgs, ou ses poteries, des choses comme ça. Et il y avait toujours 1 ou 2 personnes qui vendaient des pierres. Donc il y avait François et il y avait Freddy. Et c'est les 2 personnes qui m'ont un peu, je dirais, apprécié les pierres. Et voilà, donc je les voyais 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et j'ai appris sur le tas comme ça. Donc j'ai monté mon entreprise quand j'avais 20 ans, en 2020. Donc c'était une micro-entreprise pendant 4 ans. Et après je suis passé en société il y a 1 an. Comment elle s'appelle ta société? Elle s'appelle Beautiful Certified Gems. Alors c'est un peu long comme nom. Après je l'ai écrit quand j'avais 20 ans, donc j'étais pas très très intelligent à ce moment-là. Mais en fait c'était plus pour le référencement Google, pour me faire trouver. Après là peut-être que je vais changer, peut-être que je vais m'appeler Thibaut Gasser ou Gasser Pierre, ou je sais pas encore. Mais bref, en tout cas pour l'instant c'est Beautiful Certified Gems. Donc moi je suis gémologue du GIA. J'ai fait mes cours à Londres. Voilà, il y a un campus à Bangkok, un campus à Carlsbad à côté de Los Angeles, à New York, enfin il y en a un peu partout. Je suis membre de l'ICA, donc c'est une association de pierres de couleur qui est basée à New York. Donc voilà, on se retrouve de temps en temps, je crois qu'il y a des rendez-vous à peu près 1 fois par mois, 1 fois toutes les 3 semaines, avec des déjeuners ou des choses comme ça pour parler de pierres, donc des gens qui sont indiens, qui sont américains, qui sont européens. On parle de pierres. Et on fait du réseau comme ça. Et aussi je suis labellisé RJC depuis ça fait 3 mois maintenant. Donc ça veut dire Responsible Jewelry Council, tu connais. Je crois que tu connais, tu m'as dit ici. Oui, les ateliers. Voilà. Les ateliers. Et en fait c'est un label de traçabilité qui prouve l'éthique de mes pierres. Et donc que mes pierres sont tracées, qu'il n'y a pas de diamant de sang sur mes pierres, qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent aussi, parce qu'ils vérifient vraiment tout. Là, par exemple, j'ai encore reçu un courrier il y a 3-4 jours, c'était vendredi, de la douane, il me demandait toutes les preuves depuis 3 ans pour les diamants, s'ils sont pas russes, etc. Je pense qu'ils demandent à tous les négociants en pierre, mais surtout aux gens qui sont RJC, pour être sûr que nos pierres et surtout les diamants sont pas russes ou biélorusses. Moi, ma passion, elle est née à l'âge de 8 ans, comme je t'ai dit, avec mon père. En fait, mon père est pas du tout dans les pierres. Ma mère non plus, personne n'est dans les pierres. C'est vraiment. J'étais au collège à Bayonne, après j'étais au lycée à Bayonne, j'ai eu un bac S. J'ai fait S parce que c'était la voie royale et en fait j'avais des bonnes notes jusqu'à ma seconde, et dès que je suis arrivé en première c'était vraiment dur. Bon, j'ai eu mon bac, hein, mais je crois que j'ai eu 11 de moyenne au bac. Bon, c'est pas très intéressant, mais mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait forcément, de faire de la physique, des mathématiques. Ça m'intéressait pas forcément. Ce qui m'intéressait un peu plus, c'était la SVT, qui était basée quand même sur la Terre.
Et en fait, voilà, j'étais tellement passionné par les pierres que je regardais le documentaire de Patrick Volo, comme je t'ai dit, la métrine de Bolivie, les cristaux géants du Brésil, les rubis de Birmanie, saphir du Cachemire. J'ai regardé, je pense, 10 fois chaque documentaire. Et vu qu'il y en a une vingtaine, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de watching. Enfin voilà, c'est vraiment lui qui m'a inspiré quand j'étais tout petit. Parce qu'en fait, mon père, il est parti à la montagne, il m'a rapporté ce cristal, et du coup, on allait dans des brocantes de temps en temps le week-end. Mais bon, j'y connaissais pas grand-chose. Et j'ai vraiment appris qu'est-ce que c'était un saphir, comment c'était formé, d'où ça venait, toutes ces choses, grâce au documentaire que je voyais sur YouTube avec Patrick Volo. Donc c'est vraiment lui, pour le coup, qui m'a vraiment passionné, tout simplement. Après, tu m'as parlé de gala aussi. Donc ça n'a rien à voir, mais gala, oui, j'ai fait mon premier salon au Paris Fashion sur une péniche à côté de la Tour Eiffel. C'était le 30 septembre, je crois. C'était un week-end. C'était pendant 2 jours, fin septembre. Et j'ai rencontré des gens, dont Laurent Massy. J'ai rencontré la dame de Serengeti. J'ai rencontré plein de gens. Et cette parution gala, Et en fait, cette parution gala, elle est arrivée en fait 2 semaines après le salon. J'ai reçu un appel et on m'a dit voilà, bonjour, c'est Rachel de chez Gala. Et j'ai dit pardon. J'avais compris Gala, mais je comprenais pas pourquoi Gala m'appelait. Je vois pas comment je peux être légitime de Gala. Et donc voilà, elle m'a dit oui, en fait, voilà, des gens nous ont parlé de vous, comme quoi voilà, vous avez fait le salon à Paris Fashion. On nous a parlé bien de vous, que vous étiez RJC, que vous étiez sérieux, enfin plein de compliments. Et du coup, on aimerait bien mettre un jeune négociant en pierre dans l'apparition de Gala pour le 12 décembre pour l'édition de Noël. Et donc j'étais hyper flatté. Et donc au début, je me suis quand même demandé si c'était pas une arnaque. Parce que ça me paraissait tellement énorme que. Et donc j'étais très très content. Et là, j'ai eu une interview avec une dame au téléphone. Et on va faire une interview, je crois, en face à face dans un bureau chez Gala. Et puis après, ça sera sur la parution, ça sera sur l'édition papier et sur l'édition sur le site web. Donc ça va être bien pour mon référencement Google. Après, je pense dans ce métier, tous les négociants en pierre et même les joailliers, ce qui leur fait rester, c'est la passion, clairement. Bon, les bijoux, je trouve ça très très beau, mais ce que je trouve encore plus beau, c'est les pierres, clairement. Quand je regarde un bijou, je regarde pas forcément l'or, pas forcément le diamant blanc, je regarde surtout l'émeraude ou le saphir ou le rubis qu'il y a dessus. Ah, donc c'est pierres de couleur. Je fais évidemment des diamants blancs si on m'en demande. Après, je fais principalement des pierres de couleur. Je suis parti, donc j'ai fait plusieurs voyages. J'ai fait le Brésil, donc là j'ai acheté des topazes impériales. C'était mon premier voyage quand j'avais 14 ans ou 15 ans, sur la mine du Ouro Preto dans Minas Gerais. Donc mon père était, en fait, il parle couramment portugais. Et du coup, on a réussi à aller sur les mines de topaz impérial, ce qui normalement est vraiment interdit, on n'a pas le droit parce que c'est une mine à ciel ouvert. Et on a pu ramasser les topazes. Alors évidemment, je n'ai pas pu les ramasser, les mettre dans ma poche, mais je les ramassais, je les trouvais. La personne me disait voilà, ça coûte 20-30 euros, et je les achetais. Et c'était vraiment extraordinaire. Donc j'ai acheté des topazes brutes, j'ai acheté des topazes taillées, impériales. Donc ça, c'était quand j'avais 14-15 ans. Après, je suis parti en Thaïlande plusieurs fois, à Bangkok. Bon là c'est la plateforme mondiale des pierres, donc on trouve toutes les pierres, du calibré, du gros, du petit, du cher, du pas cher, tout. Parti au Sri Lanka pour les saphirs majoritairement, et après j'ai fait Tanzanie, Afrique du Sud et Namibie. Tanzanie pour les rubis et tanzanites, Namibie pour les grenats et spessartites, les fantas mandarins, très très beau, j'aime beaucoup cette couleur, et Afrique du Sud pour les diamants. Pour essayer un peu de me forger sur les diamants, pour me faire un peu l'œil. Parce que vu que je suis beaucoup plus sur la pierre de couleur, je préfère la pierre de couleur parce que c'est ça qui m'excite vraiment, je trouve ça magnifique. Et puis il n'y a pas une pierre similaire à une autre. Toutes les pierres sont différentes. Alors que le diamant blanc, bon, on prend un 2 carats 200, moi GVS, ça a toujours été la même chose. Alors, au niveau des achats, en fait, quand j'étais tout petit, je suis parti à Sainte-Marie-aux-Mines, ça je ne l'ai pas dit, c'est un salon à côté de Strasbourg. J'y suis allé quand j'avais 11 ans, pour la première fois. À Charenton aussi, mais Sainte-Marie-aux-Mines, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus grand. Et je me suis fait un peu je connaissais un peu des gens grâce à ce salon, et j'y suis allé plusieurs fois. Et vu que j'étais jeune, les gens ils m'ont dit ah bah d'ailleurs il faut que je mette en contact avec lui, et lui dès que je le vois ah bah d'ailleurs je te mets en contact avec lui, etc. Donc j'ai fait du réseautage comme ça grâce au salon, et j'ai eu de la chance parce que vu que j'étais jeune, les gens ils avaient
ils avaient pas pitié. Oui, voilà. En fait, ils avaient pas pitié de moi. Ils étaient vraiment, ah bah c'est super, c'est un petit jeune, il est passionné. Bon bah, on va l'aider un peu. Et puis il y a plein de gens qui m'ont aidé comme ça. Donc j'ai eu des contacts comme ça. Donc sur les mines, j'ai connu des gens du Sri Lanka grâce à Salma Mine. Thaïlande pareil. Brésil, bon ça, je suis allé sur le tas. Et Afrique, là pour le coup, Afrique c'était un peu plus compliqué. Là, en Afrique, j'y suis allé il y a 2 ans pour la première fois. Euh, mais là, Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie. Parce que pour aller à Bangkok et pour aller au Sri Lanka, c'est pas facile, mais c'est plus facile. Après vient le Brésil et après vient l'Afrique. L'Afrique, c'est quand même assez compliqué pour aller chercher des pierres là-bas. Donc il faut vraiment connaître vraiment du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de sécurité. Alors qu'on va à Bangkok, on va à la JTC Tower, on peut acheter des pierres comme ça facilement. Euh, c'est ça. Je vais chercher mes pierres directement à l'étranger, donc sur les mines. Donc soit j'achète le brut, soit le taillé. Moi en brut, je m'y connais un peu. Après, j'ai pas la connaissance d'un lapidaire, clairement. J'assume. Mais évidemment, je préfère acheter du brut parce que c'est quand même plus intéressant. Et puis je trouve ça hyper joli, une pierre brute en plus de ça. Euh, Après, il faut vraiment s'y connaître. Et comme je te disais en amont, euh, c'est soit on est anse dans le métier et on connaît le brut et le taillé, ou soit on connaît que le taillé, ou soit on connaît que le brut. C'est quand même vraiment le brut, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de risques de perdre, bon, beaucoup de matière, ça parce qu'on taille une pierre certes, mais il y a beaucoup d'argent aussi à perdre. On peut en gagner beaucoup aussi. Mais voilà, c'est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'achète en majoritairement, je dirais 70% de la marchandise que j'achète, c'est du taillé et 30% c'est du brut. Et dans ces 30%, il y a la moitié où c'est moi qui prends les risques, qui achète et qui envoie. J'ai un lapidaire que je connais très bien. Il vient pas de Paris, mais il est français. Et il connaît très bien le brut. Et en fait, je lui envoie les vidéos. Et au fur et à mesure du temps, j'arrive un peu à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon à prendre. Après, c'est vraiment plus facile quand je vais en voyage avec lui. Comme ça, lui, il peut me dire bon, bah ça, faut t'achètes, ça, t'achètes pas. Voilà. Parce que clairement, des fois. Il y a des pertes. Ah bah il a son œil. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une tourmaline. C'était au Brésil quand j'avais 15 ans. J'avais acheté un brut. La pierre, je sais plus combien elle faisait, mais j'avais perdu 95%. Tellement je m'y connaissais pas en brut. Et comme je te disais, pour une pierre brute, en général, si on achète bien le brut, c'est entre 50 et 60% de perte. 70 si on veut bien la tailler, vraiment bien la tailler. Et pour le diamant, c'est 85-90%. Hein. C'est vraiment beaucoup de pertes. Et après, pour mes achats, au début, je prospectais, donc prospection normale, j'appelais les gens. C'était compliqué parce que déjà j'étais jeune, donc j'avais une voix, voilà, j'avais pas trop mué à l'époque. Euh, et ils me disaient pourquoi toi et pourquoi, voilà, je sais pas si je suis légitime. Et au fur et à mesure du temps, les gens étaient contents. J'ai commencé en fait, moi je vendais beaucoup aux gens de Biarritz et de Bordeaux. Et quand je me suis installé à Paris il y a 2 ans, c'était plus compliqué. Donc je les appelais, mais 9 fois sur 10, je prenais un non. Et une fois sur 10, je prenais un oui. Par contre, ils m'achetaient pratiquement jamais parce que ils me connaissaient pas. Et en fait, c'est surtout beaucoup la confiance dans ce métier. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai commencé à en vendre quelques-uns, ça en parlait, les gens étaient contents. Et maintenant, c'est les gens qui m'appellent pour les pierres. Donc ça, c'est cool. Je vends à des revendeurs de pierres. Après, en général, nous, les négociants en pierres, ça paraît logique. On préfère acheter les pierres directement à la source, que ça coûte moins cher. Le seul problème, c'est que si demain j'ai une demande d'un fabricant et qui me dit voilà, j'ai besoin d'une tourmaline RPC 11 par 9, rubélite, telle couleur, etc. Si j'ai pas en stock, je peux commander, mais si c'est pour demain, mes fournisseurs ils sont en Afrique ou en Asie ou au Brésil, donc ça prend beaucoup de temps, ça prend une semaine à 10 jours avec DHL. Donc c'est quand même, s'il faut quelque chose de rapide, on va faire appel à un négociant. On fera moins de marge, certes, mais au moins ce sera plus rapide. Donc voilà. Et puis là, grâce à mon label de RGC, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de clients en B2B, beaucoup plus de joailliers, parce qu'ils sont hyper intéressés par ce label et ça les protège et c'est bien pour leur clientèle aussi derrière. Parce qu'ils disent voilà, on travaille avec des négociants qui sont RJC. Donc c'est tracé, donc c'est éthique. Et puis maintenant, en 2024, les gens ils font vachement attention à ce qu'ils achètent. Ils ont tellement vu de reportages avec des diamants de sang que maintenant ils font, avec Blood Diamond par exemple, le film avec DiCaprio, ou même plein de reportages comme ça. Après, il y a des reportages qui sont vrais, d'autres qui sont pas vrais. Voilà, c'est toujours les médias, il faut toujours faire attention à ce qu'ils disent. En Asie, c'est quand même assez safe, il n'y a pas trop de ça. En Afrique, c'est beaucoup mieux qu'avant.
Mais il y en a encore un peu évidemment, mais il y en a quand même vraiment beaucoup moins qu'avant. Déjà avec le Kimberley Process, déjà de 1. Et aussi, c'est beaucoup plus sur les diamants que sur les pierres de couleur. Et vu que moi je fais très très peu de diamants, c'est hyper intéressant cette question parce que vu que c'est un métier passion, on revient toujours au même point. Vu que c'est un métier passion, des fois on achète des pierres qui sont super belles pour nous, qu'on adore, qu'on achète très très cher et qui se revendent pas. Là, j'adore la tanzanite. J'ai acheté une tanzanite de 26 carats en RPC et une tanzanite de 15 carats en ovale qui sont super belles, mais il n'y a personne qui veut me les acheter parce qu'elles sont trop grosses. Et même, des fois, par exemple, j'adore aussi les rubis. J'ai acheté des rubis, mais les rubis ça coûte tellement cher en ce moment. Puis la couleur rouge, ça plaît pas forcément. Les gens ils préfèrent des couleurs un peu plus claires, un peu plus. Oui, le bleu. Oui, en fait, le bleu ça plaît tout le temps, le vert ça plaît tout le temps. En numéro 1, c'est le bleu et numéro 2, c'est le vert. Et après, il y a un peu de rose, il y a un peu de jaune, mais le rouge et le orange, ça vient vraiment vraiment en bas, hein. Les gens, ils aiment pas trop. Je me suis rendu compte que les gens, ils vont beaucoup plus me demander du saphir bleu ou de l'émeraude ou de la tourmaline bleue, tourmaline verte, qu'un rubis ou qu'une topaze impériale. Rubis, en termes de dureté, c'est bien, mais par contre, en termes de couleur, bon, déjà en termes de prix, c'est hyper cher. Et en termes de couleur, c'est rouge, c'est du sang, et du coup, ça fait c'est un peu violent comme couleur. Alors que le bleu, c'est beaucoup moins facile à porter. C'est beaucoup moins facile à porter. Et Topaz Impérial, c'est pareil. Topaz Impérial, j'adore ça parce que c'est très rare, ça a une couleur exceptionnelle. Mais c'est orangé, jaune, avec un peu de rose. Les gens, c'est pas trop ce qu'ils aiment. Et en plus, la Topaz Impérial, c'est très très fragile. Voilà. Donc il y a des zones de clivage qui sont c'est très très fragile, donc il faut vraiment faire gaffe avec la topaze. Donc c'est vrai que pour répondre à ta question, j'ai beaucoup de bijoutiers qui me demandent des couleurs simples, hein, bleu, vert, rose et un peu de jaune, en taille standard, donc du 6 par 4, 7 par 5, 8 par 6 jusqu'à 12 par 10, en général 11 par 9, mais ça peut aller plus haut, et des tailles donc standard, ovale, coussin, et des couleurs vraiment vives. Il faut que ça soit vif. Que ça soit chauffé ou pas, vu le prix du saphir non chauffé et le rubis non chauffé, on n'en parle même pas, mais ou de l'émeraude non huilé, en fait, ça coûte tellement cher quand on veut de la belle qualité que maintenant ils se rendent compte que ils acceptent quand c'est huilé, quand c'est minor ou moderate, mais pas résiné pour l'émeraude. Et pour les saphirs, si c'est une petite chauffe, pas de traitement, pas beryllium, pas de diffusion, mais si c'est une petite chauffe traditionnelle faite au Sri Lanka dans un petit four, ça les dérange pas parce que ils ont raison, ils préfèrent avoir une couleur qui est très jolie et très vive et un saphir assez pur et d'une taille assez conséquente plutôt qu'un non chauffé qui est un peu moins beau et qui va être très cher, quoi. Oui, parce que les particuliers toujours ils veulent un saphir non chauffé, birman, mais ils se rendent pas compte du prix. Oui, donc c'est ça, c'est qu'il faut remettre une réalité à un moment donné en face du marché. Ouais. C'est ça. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça. ça. Juste dire que c'est un principe. Non, c'est pas un principe éthique, c'est juste une réalité monétaire. Oui. Et c'est pour ça le Sri Lanka, pour les saphirs, le prix, moi j'y suis retourné il y a pas longtemps, il a fait en 3 ans, en 3 ans et demi, 4 ans, ça a fait x2. Même en 3 ans, ça fait x2 le prix. Comment tu expliques ça ? Parce que c'est des matières qui se raréfient de plus en plus, parce que c'est des demandes de plus en plus fortes. Les gens adorent les saphirs. Tu vois, les rubis, ça a augmenté, mais c'est tous les saphirs qui ont beaucoup augmenté. Les saphirs, en fait, dès que c'est de la belle matière, ça augmente. Le spinel de Mahenge, si Laurent Massy nous écoute, petit clin d'œil, il adore les spinels. Mais spinel de Mahenge, c'est pareil. Les gens, ils connaissaient pas au début, et ça vaut extrêmement cher. Après, là, c'est plus niche. Les spinels, en général... quand on vend des pierres pour la joaillerie, c'est vrai que en général, en tout cas, mes clients, ils préfèrent du précieux que du semi-précieux. Pas parce qu'ils aiment pas le semi-précieux, les pierres fines, parce qu'on n'a pas le droit de dire semi-précieux, mais les pierres fines. Ils adorent les tourmalines, sauf qu'ils ont plus de demandes sur du précieux parce que le particulier, il se dit grenade tourmaline, ça vaut rien. Alors que saphir, rubis, émeraude, diamant, c'est précieux, c'est bien, voilà. Et c'est dommage parce que quand on voit un beau spinel Mahenge rose, fuchsia, très très beau, ou un beau de Savo, ou même, pareil, c'est très cher, mais même une tanzanite. Moi j'aime beaucoup la tanzanite, je suis fan de tanzanite. C'est vrai que les gens ils sont pas trop au courant. Après, ça commence à arriver, parce que la tanzanite, par exemple, aux États-Unis, la tanzanite, c'est la deuxième pierre bleue la plus vendue. Aux US, c'est ça. Et alors, ça n'a peut-être pas dépassé le saphir, mais
c'est très très connu. Parce que vu que c'est Tiffany Co qui l'a mis en valeur, et Tiffany Co c'est très populaire là-bas, donc les US sont toujours en avance par rapport à l'Europe. Du coup là, j'imagine et j'espère que la tanzanite va être un peu plus développée dans les années à venir en Europe. Et ce qui serait top parce que franchement c'est une pierre assez dure. Alors c'est moins dur que le saphir, mais c'est quand même assez dur. Ça se monte en bijoux, c'est très beau. Il y a des teintes violettes, des teintes bleues. Il y a du non chauffé. Bon là le non chauffé en général ça peut être rose, vert, brun. C'est pas forcément des couleurs très très jolies. Mais en tout cas le bleu ça plaît beaucoup et même si c'est chauffé les gens ils adorent. Et c'est vraiment une très très belle couleur. Pareil, les tourmalines, en dureté, c'est très bien. Pour le coup, c'est mieux que Tanzanite. Et là, ça a toutes les panels de couleurs. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, on a un choix illimité. Et ça coûte pas forcément très cher. Comparé à l'appareil bas, ça coûte beaucoup moins cher. Space Arctic, j'adore. Favorite aussi. Je vends majoritairement en France. Après, j'ai des clients, des bijoutiers ou des clients perso qui sont en Italie, j'en ai pas mal. Italie, aux Néerlandes, ouais, aux Pays-Bas, en Allemagne un peu. Bah, de toute façon, l'Allemagne. Je me fais connaître alors beaucoup par le bouche à oreille, mais ça c'est plus dans la région du Pays Basque, évidemment. À Paris c'est plus compliqué le bouche à oreille, mais beaucoup sur Instagram. Je communique beaucoup sur Instagram, j'essaye d'être vraiment de plus en plus sur Instagram. J'ai des gens. Est-ce que tu fais des salons? Est-ce que tu pars Ouais, beaucoup à alors l'étranger? bah, en moyenne, sur une année, il y a 12 mois, je dirais, je pars entre 3 et 4 mois à l'étranger. Donc là, je devais partir en Australie, comme je te disais en amont, en janvier. Mais c'est quand même très complexe comme organisation. Je suis jamais parti en Australie. Donc je pense que je vais partir en Thaïlande, à Bangkok ou au Sri Lanka pour aller acheter des saphirs. Parce que les saphirs, c'est ce qu'on me demande le plus. Donc, sûrement d'autres pierres, mais majoritairement des saphirs. Et partir au Brésil en avril. D'accord. Voilà. Et au Brésil, tu vas acheter quoi alors? Brésil, des émeraudes et des tourmalines. Topaz impériale, j'en ai déjà quelques-unes. Pareil, revendeur ou tu vas à la mine? Ah, je vais à la mine. Ah bah là pour le coup, Ropreto, je connais le patron de la mine. Donc là pour le coup, j'ai vraiment. Bah oui, non mais quand je suis allé sur la mine à mes 14 ans, on a rencontré le patron de la mine, vu que mon père parlait portugais. Donc j'ai vraiment eu la chance. Ah oui, 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 oui. J'ai son numéro WhatsApp, oui, c'est vraiment, vraiment. Oui, oui. Donc pour le coup, donc pour le coup, c'est vraiment intéressant. J'ai aucun numéro de patron de mine, c'est vraiment le seul que j'ai. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant. Après Topaz Impérial, comme je te dis, j'adore le Topaz Impérial. Après, il y a quand même pas beaucoup de demandes sur le marché. Et voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai mon stock de pierres pour montrer aux bijoutiers. Donc, j'ai environ entre 1000 et 1200 pierres en stock. Donc, je fais beaucoup de pavage aussi. Parce que les gens, ils ont besoin de petits pavages, RPC, rond, ovale, etc. De couleur, pavage, pierre de couleur. Ouais, oui, du 1 mm 1, mm 2, 3 mm 2, tous les millimètres, toutes les dimensions. J'ai beaucoup de pierres sur mon site, mais j'ai pas tout, parce que sinon ça prendrait vraiment beaucoup beaucoup de temps à tout en prendre en photo, les mettre, etc. Une qualité de photo extraordinaire. Ouais. Fois, donc après là, j'ai acheté un appareil photo Canon avec objectif macro, donc ça c'est bien pour prendre les photos. Le seul bémol, mais bon, d'un autre côté c'est bien pour les acheteurs, c'est qu'en fait c'est tellement précis en termes de qualité, l'appareil photo tellement, on va tellement dans la netteté de l'image qu'on voit des inclusions qu'on verrait pas du tout à l'œil nu. Donc le client il est jamais déçu parce qu'en fait il voit des inclusions sur la photo et en vrai il voit plus d'inclusions, du coup il est content. Okay, mais c'est vrai que pour moi des fois ça te frustre un peu. Bah ouais, c'est vrai que des fois il y a une inclusion alors qu'en fait la pierre elle est magnifique en vrai. Mais bon, après au moins c'est bien, le client il est jamais déçu, il voit une photo. Exactement. Bah je préfère dans ce sens-là plutôt que la photo soit moins bien et qu'après il soit pas content et qu'après les gens ils parlent mal de moi et voilà, parce que c'est vrai que les photos, parce que le digital c'est quand même hyper important et les photos c'est hyper important et ça va être de plus en plus et donc il vaut mieux être le plus précis, le plus. Est-ce que tu fais le salon Sainte-Marie aux Mines? Est-ce qu'on t'y retrouve? Est-ce que tu fais Charenton? Est-ce que tu fais des salons à l'étranger? Ouais, alors là j'ai fait du coup le Fashion Paris, comme j'ai dit en septembre. J'ai fait un salon à Bayonne aussi, voilà pour les 30 ans du FCE. Après je vais faire Timeless du coup du 21 au 24 novembre. C'est là où on va se voir. Exactement. On va voir toutes tes pièces. Surtout. Exactement. Après je devais faire Charenton, mais j'ai dit non finalement. En fait, j'avais postulé pour Charenton
ils m'avaient dit t'es sur les attentes. Et après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit voilà, il reste une place si tu veux, go. Et en fait, je me suis dit bon, c'est peut-être trop de salons en trop peu de temps. Bon, déjà, c'est un budget. Et puis en plus, bon, j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc, j'ai annulé et en fait, j'ai regretté. Donc, je pense que l'an prochain, je ferai Charenton. Parce que je pense que c'est intéressant parce qu'il y a du B2B et du B2C. C'est à Paris. Fashion Il y a Paris, du monde. voilà, il y a du monde. Après, il y a du monde qualitatif ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même moins qualitatif que Fashion Paris pour le coup. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, j'en sais rien. Et Timeless aussi, on m'a dit que c'était quand même très qualitatif. C'est un très beau salon. Ouais, on m'a dit que Une c'était très bien. belle Mais j'y suis clientèle. déjà allé pour Voilà. visiter. Mais oui, c'est une belle clientèle et puis c'est assez puré, c'est assez joli, c'est bien. Et après, je vais faire normalement Bijorka en mars. En janvier. Il y en a un en mars, Il y en a un en mars? je crois. Non, c'est janvier-septembre. C'est le 20 janvier. 18, Alors, 20 j'en janvier. Alors, à moins qu'ils aient changé les dates. est-ce que Alors, c'est- alors Bijorka, il m'avait dit oui, mais il y en a un aussi en mars. c'est pas... C'est pas Bijorka, alors c'est un autre salon. Euh, je sais plus. Parce que je sais que sinon, Bijorka, c'est pendant les Who's Next et tout ça, c'est 18-20 janvier, 20 25. Et après, t'en as un autre septembre. Mais peut-être qu'ils vont faire autre chose. Oui, bah voilà, bah voilà. Bah, je fais le Bijorka de janvier et j'en fais un aussi en mars. Et celui de mars, je me souviens plus que c'est le nom. Il est moins connu que Bijorka, Timeless et Charenton. Ouais, Bon. Euh, donc voilà, donc j'ai pas mal de pierres, beaucoup de couleurs et j'essaye de répondre aux besoins des clients. Euh, Ils veulent souvent voilà, des pierres vives, des pierres souvent calibrées, 10 par 8, 9 par 7, euh, des critères assez précis. Mais ce qui demande le plus quand même, c'est vraiment que la couleur soit homogène, qu'elle soit vive, que la pierre soit quand même assez pure. Bon, s'il y a deux petites inclusions qu'on voit à la loupe, c'est pas très grave. Oui, et puis à la loupe, c'est pas, on n'a pas l'œil. Et puis c'est aussi, selon où elles se disposent, les inclusions, où elles sont posées, c'est vrai que ça n'enlève rien au À la beauté. centre. Ah, exactement. Et après, bien taillé aussi. Parce que moi, quand je vais chercher les pierres directement, soit j'achète brut, et là, je fais tailler directement dans les pays producteurs. Et après, en général, bon, c'est bien taillé, mais en général, je fais quand même retailler en France. Euh, Et c'est vrai que la taille, c'est quand même vraiment important parce que des fois, il y a des pierres qui sont trop culassées et la pierre peut être très belle, mais vu qu'elle est trop culassée, si elle est vraiment. Enfin, si la culasse est à gauche ou à droite, bon là, c'est vraiment très très mauvais. Voilà. Mais, euh, mais des fois, c'est trop culassé et c'est vrai que les bijoutiers, ils adorent la pierre, mais parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais en fait, plus la culasse est haute, plus il y a de couleur du coup dans la pierre. Et, et des fois, on va faire une culasse beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse, pour que du coup il y ait plus de couleur au centre. Réflexion de la Exactement, lumière. exactement. Et du coup, si on enlève un peu de culasse, bah, il y aura moins de couleur. Donc la pierre sera moins jolie. Mais il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir vraiment un très très beau brut, une très très belle pierre avec pas trop de culasse quand elle est taillée. Et voilà, comme ça les bijoutiers sont contents. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait, de quoi on pourrait, est-ce que tu pourrais nous dire, donc là, tu pars peut-être en Australie ou En Thaïlande, enfin Thaïlande ou Sri Lanka et Brésil, c'est sûr. Et Australie peut-être. Je pense que ça sera un peu plus tard l'Australie parce que c'est et ton assez... dernier voyage, c'était où? Mon dernier voyage, C'était quand? c'était au Sri Lanka. Non, c'était à Bangkok. Bangkok. J'ai fait Bangkok et le dernier c'était Bangkok, celui d'avant c'était Sri Lanka et celui encore d'avant c'était là j'avais fait Afrique du Sud, Namibie, Tanzanie en Afrique. Est-ce que tu as aimé ces pays? Comment tu les as découverts? Parce que moi, je ne les connais pas. J'ai adoré ces pays. Déjà il fait beau, donc c'est quand même cool, c'est sympa. Bon, les paysages sont magnifiques, les gens sont vraiment super gentils, c'est vraiment une culture, c'est un peu différent. Les gens, ils sont adorables, ils veulent toujours t'aider pour plein de choses. Euh, et puis voir les pierres sur les mines comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, j'ai plusieurs anecdotes quand même qui sont drôles ou pas drôles. Bon, on va commencer par la drôle, si tu veux. Pas drôle, je me méfie. Voilà. Quand je suis parti en Tanzanie, donc j'avais plusieurs contacts que j'ai fait du coup au fur et à mesure du temps.
donc pour aller du coup directement sur la mine et pour acheter du coup le tanzanite là-bas. Et donc là, j'ai d'acheter une pierre. Et puis là, la personne, elle me dit, voilà, donc une tanzanite hyper claire, donc taillée, mais vraiment, bon, elle était pure, mais elle était hyper claire. Et là, il me propose, je crois, 600 euros du carat. Enfin, c'était monumental, c'était énorme. Et je lui dis, écoute, ce genre de pierre, je l'achète en Inde à 50 euros du carat. Donc je la vends 100 euros du carat, grand maxi. Donc tu peux pas me faire 600 euros du carat, c'est impossible. Et en plus, moi, je veux des pierres quand même un peu plus soutenues en couleur. Donc voilà. Donc il me fait, ok, bon, je te redirige vers une autre personne. Donc il y a une autre personne qui vient, qui me montre une autre pierre. Donc là, c'est un morceau de verre. Donc là, je lui dis, bon, écoute, faut arrêter de me prendre pour un guignol. Montre-moi vraiment des vraies pierres parce que je suis gémologue, j'ai ma loupe. Bon, j'ai mon réfractomètre, j'ai tout. Euh, Ça se voit que j'ai du verre déjà. Bon. Et du coup, il me dit, bon, ok, on va aller dans le bureau. Donc en général, les deals se font dans le bureau parce qu'il y a des deals qui se font dans la rue, sur la mine, ou il y a des deals qui se font dans le bureau. Dans les bureaux, c'est quand même beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus safe, et en général, ils proposent de la bonne matière. On peut acheter dans la rue, hein. Bah oui, en fait, si on va au Sri Lanka ou même en Colombie, je suis jamais allé en Colombie, mais enfin, on peut très bien acheter dans la rue. Il y a des gens qui proposent des pierres, sauf que déjà il y a plein d'arnaques. Et puis c'est pas forcément très safe parce qu'ils peuvent voir voilà, que tu as un peu d'argent, tu as un peu de cash. Il vaut mieux, le mieux, c'est de connaître les gens et d'aller dans les bureaux. On peut faire des deals dans la rue, mais c'est bien dans les bureaux. Donc là, on est allé dans le bureau et là, du coup, j'ai rencontré une personne qui était un peu plus haut au niveau hiérarchique qui m'a montré les pierres. Et là, c'était vraiment intéressant. Et du coup, j'ai acheté des pierres taillées. J'ai acheté du coup celle de 26 carats, celle de 15 carats. Et j'en ai acheté une de 5 carats en ovale et des plus petites. Donc j'ai tout vendu à part les deux grosses. Mais de toute façon, les deux grosses de 15 et 26 carats, c'est plus aussi de l'investissement ou de la collection. Investissement sur les pierres, c'est compliqué de dire investissement parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, pour moi, la tanzanite, c'est un pari. Enfin, c'est mon avis. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, et c'est pas grave s'ils ne le sont pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense la tanzanite, vu que c'est une pierre qui plaît beaucoup, déjà au terme de couleur, le bleu, ça plaît beaucoup. Donc déjà, je pense que ça va prendre de la valeur, de un. De deux, sur le marché européen, c'est pas très connu, comme je t'ai dit, c'est plus connu aux États-Unis. Donc dès que ça va arriver en Europe, ça va être plus connu, donc ça aura plus de valeur. Si elle a des belles qualités de couleur, de tonalité, de Voilà. nuance. Et surtout, le troisième point qui est ultra important, c'est que c'est une pierre qui est extrêmement rare et qui va devenir de plus en plus rare. Alors là, le marché indien, ils ont beaucoup de tanzanite, ils ont beaucoup de stock. Donc pour l'instant, c'est pas extrêmement rare, mais on estime que dans 5, 10, 15 ans, il n'y en aura plus. C'est au pied du Kilimandjaro, il n'y a qu'une mine dans le monde, que dans un pays. Donc c'est quand même assez compliqué. Et si demain il n'y a plus de filon, bah, ça va être très rare. Après, on ne sait pas. Ça se trouve, ils disent dans 5, 10, 15 ans, il n'y en aura plus. Mais ça se trouve, ils vont trouver un autre filon. Ou si ça se trouve, ils font voilà, l'offre et la demande. Ils disent bon, bah, en fait, c'est hyper rare. Ils font monter les prix. Et voilà, ils font supply et demande comme avec le diamant. Ils font monter les prix. Et puis après, ils retrouvent un autre filon qu'ils avaient en fait finalement trouvé auparavant. Bon, j'en sais rien. Mais c'est un pari sur. Voilà, exactement. Bah, comme je suis les Indiens, ils ont beaucoup de stocks tanzanites, donc on ne sait pas. Mais pour moi, c'est un bon investissement. Et même si c'est pas un bon investissement, moi je le garde pour la collection. Si je peux le vendre, c'est très bien. Sinon, Des pièces un peu d'exception. Il faut c'est très beau. le jour où un atelier a une réalisation. Et je te les montrerai au salon. Tu vas voir. Elles sont vraiment jolies. Hein. Et donc, J'en avais acheté une il y a longtemps, une de 27 carats, qui était un peu moins belle, mais je l'avais eu dans mon stock parce que j'adore les tanzanites. Et bon, je l'ai vendue. Donc bon, j'ai eu la chance de la vendre. Mais c'est vrai que c'est pas des pierres qu'on vend tous les jours. Enfin, moi, ce que je vends tous les jours, c'est du RPC, du ovale, 9 par 7, 8 par 6. Bon, avec une belle couleur. Mais des petites pierres qui font. Moi, en général, les pierres que je vends, c'est plus des pierres qui font entre 1 et 4 carats. Bah, toujours sur un bijou, à part sur les très grosses pierres, mais en général, c'est ça, hein, c'est des pierres de 2-3 carats. Hein, en général, ce que les gens ils demandent. Ils demandent du coussin, du ovale, en tout cas les joailliers. Hein. Une couleur assez vive, assez pure, ça brille. Ce qui a vachement le vent en poupe en ce moment, c'est le teal. Voilà, ça fait quelques mois, un peu moins. Mais l'an dernier, le saphir teal, c'est bleu-vert. Ah oui, il y a beaucoup de demandes. Bah là, pour le coup, je suis abonné à. Bah, du coup, j'ai des magazines, je reçois les magazines de l'ICA tous les mois. Et il parlait du saphir teal il y a 3-4 mois. Il disait que ça avait pris, je sais plus en valeur combien, mais je crois que c'était du x3 en 2 ans, ou enfin c'était monstrueux. Mais après, c'est pas étonnant parce que
Bon, toi, tu n'aimes pas trop la couleur, mais c'est bleu-vert. Et comme je te dis, bleu-vert, c'est les deux couleurs qui plaisent beaucoup. C'est du saphir. Euh, alors, il y a du saphir teal qui est sombre, mais il y a du saphir teal qui est assez clair, assez vif, assez joli. Et ça, pour le coup, c'est quand même vraiment, vraiment beau. Enfin, moi, j'aime bien. Et puis, ça coûtait pas très, très cher à l'époque. Là, ça coûte un peu d'argent. Alors, le saphir teal, tu en as à Madagascar. Ok. Euh, Après, tu en as aussi au Sri Lanka, mais le saphir teal, c'est quand même plus de Madagascar. D'accord, Et ok. tu as aussi en Australie, t'as un. Alors, le saphir australien, il est quand même moins beau, mais c'est un peu les couleurs un peu bleu-vert, un peu jaune. D'accord. Mais le saphir australien est quand même assez sombre, pas très beau. C'est un peu comme le thaïlandais, c'est pas, ça brille pas trop. Ok. En général, ouais, l'outil, c'est Madagascar. Enfin, je veux dire, c'est notre métier, donc forcément, on vit de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement une passion. Évidemment, il faut que je vende des pierres, mais si j'en vends un peu moins, bah, je les garde en collection, et tous les jours je les regarde. Et Et j'aimerais encore beaucoup, nourri. j'aimerais beaucoup faire ce que faisait Patrick Volo. J'espère avoir son niveau, mais j'aimerais beaucoup faire des reportages comme lui. Et, euh, et enfin voilà, enfin partir dans les pays, aller chercher mes pierres comme je fais maintenant, et que quelqu'un me filme et que je mette ça sur YouTube ou Netflix et en fait montrer aux gens un peu comment c'est Et et, recréer une. ouais c'est ça et en fait faire un peu les reportages comme Patrick Volo parce que pour le coup lui c'était vraiment sincère ce qu'il disait. Après c'est notre époque, il était plus âgé que moi, etc., etc. Et lui, il était vraiment basé, enfin, quand on regarde ses reportages, il parle beaucoup de spiritualité, des chamans, des choses comme ça. Voilà, comment soigner avec les pierres. Il y avait, je crois que c'est l'épisode de Les diamants de couleur de Bornéo, il me semble que c'est celui-là. Et en fait, ils disent que c'est les chamans, du coup, ils mettent les diamants au centre du front pour du coup soigner et combattre les esprits, etc. Et c'est vrai qu'un reportage dure 50 minutes, en tout cas les siens, il en parle assez souvent. Après, c'est intéressant, hein. Mais c'est vrai que moi, si je fais un reportage, je montrerai plus les paysages, je montrerai plus vraiment les pierres vraiment, enfin, une pierre brute L'effet mine. dans l'eau, enfin, l'effet mine, l'effet joaillerie aussi. Après, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que il part toujours. Le début, c'est toujours, par exemple, avec Baumer. Enfin, je sais pas si tu connais, à la place Vendôme. Enfin, Laurence Baumer, il s'appelle comment? Ouais, enfin, Laurence Baumer. Euh, Lui, par exemple, on le voit sur certains reportages de Patrick Volo. Au début, il parle, il dit voilà, on aime bien les saphirs du Sri Lanka, les rubis, nanana. Et en fait, la séquence, elle dure 2 minutes. Et après, ça bascule directement dans le pays producteur où il parle. Par exemple, il dit ah là, les saphirs du Cachemire. Et là, on arrive dans le Cachemire, dans la montagne. Et ça dure 50 minutes comme ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est intéressant parce qu'il parle de la fin de la chaîne avec la joaillerie et juste après il parle du début de la chaîne où on voit des gens voilà qui en fait qui sont passionnés par ce milieu parce qu'il y a des reportages aussi, faut faire attention parce que des reportages sur des chaînes télé qui disent ah oui mais les gens sur la mine on les force, etc. C'est pas vrai. Un Sri Lankais il va gagner beaucoup plus en travaillant sur la mine plutôt que de travailler à la poste ou travailler dans un magasin de fruits. Pourquoi? Parce que déjà le salaire fixe il est plus élevé et en plus de ça s'il trouve un beau saphir sa vie elle est finie, c'est bon, il a gagné le jackpot, il trouve un saphir de 10 carats demain, il nourrit sa famille pendant 2 générations. Donc moi ça m'énerve un peu les reportages où les gens qui disent Rien n'est simple, ah mais rien n'est. oui, il ne faut pas dire que les gens ils choisissent pas parce que les gens ils choisissent. Dans les pays comme l'Afrique du Sud, etc., quand on met des enfants, là je dis pas. Et encore une fois, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais pour le coup, en Asie, au Sri Lanka, les gens, ils sont très heureux. Enfin, ils ont le sourire. Mais oui, c'était Pia, le négociant en pierre. Tu connais Emmanuel Pia, qui, je crois que, il travaille avec Moyo James. Enfin, je crois que c'est ça. J'avais vu sur leur page Instagram Moyo. Ce que j'apprécie beaucoup, Thibaut, quand je te vois, et puis surtout quand je t'ai entendu, c'est de voir la passion des gemmes que tu as. Elle fait extrêmement plaisir. En plus, on a l'impression que c'est comme l'enfant que tu étais, tu sais, quand tu étais jeune et que tu partais, même avec ton cristal de roche ou sur tes marchés, des choses comme ça. Cette passion-là, elle n'est pas partie. Elle est très vive chez toi. Et c'est ce qui fait que peut-être que tu baignes encore dans cette joie d'être dans les gemmes, dans cette joie d'aller acheter des pierres et d'en parler. T'en parles bien, tu es extrêmement sérieux sur alors j'achète parce que le marché il est grand comme ci comme ça, mais d'un autre côté tu as une curiosité, tu as une envie aussi et peut-être de transmettre
parce que tu as découvert ces mondes-là via des passionnés. Et tu sais quoi, tu fais partie de ces passionnés-là. Maintenant, tu fais partie de ce club-là. Et c'est chouette, parce qu'en même temps, tu as envie de le transmettre. Alors, moi, je sais que tu es sur ton site, que tu es dans des marchés, que c'est très sérieux tout ça. Mais il y a quelque chose chez toi qui est absolument hyper plaisant à voir. C'est cette passion des gemmes que tu as, que tu fais vivre à chaque vibration quand tu en parles. Je voudrais te remercier pour ça. Parce que certaines fois, chez les marchands de pierre, eh ben, on a plus le côté marchand et pas tellement le côté autre. Donc merci. Puis je te laisserai faire la conclusion. Merci pour ces gentils mots. En effet, je suis vraiment passionné par ce métier. Et c'est, je pense, le métier qui va rester toute ma vie. Je sais pas ce qui va passer dans le futur, mais en tout cas, c'est une passion depuis tout petit et j'adore ça. Et dès que je me lève le matin, c'est extraordinaire dans les pays, voir des belles pierres, voir la culture des gens. On va au Sri Lanka, c'est pas des gens de Paris ou de Biarritz ou de Toulouse ou d'Allemagne. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup les gens de Paris, de Toulouse, etc. C'est juste que c'est pas du tout, ils n'ont pas du tout la même vision de la vie. Bon, déjà au niveau de l'argent, ils ont beaucoup bon argent, donc ils ont une satisfaction qui est moindre sur le matérialisme. Mais voilà, en tout cas, merci pour ton temps. J'espère un jour faire des reportages comme Patrick Boileau. J'espère un jour.